Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder l'ère du cancer. Donc sans plus attendre, l'ère du cancer qui débute environ vers moins 1640 nous évoque la porte du ciel. Donc l'ère du cancer, c'est une période associée au culte de la lune, à l'agriculture et à la sédentarité. Donc le cancer qui signifie crabe en latin est le quatrième signe du zodiaque marquant l'entrée dans l'été après le solstice. Il s'agit d'un signe féminin, émotif et sensible qui évoque le foyer, l'enfance, le passé et le souvenir des origines. Donc le mythe associé au cancer est celui du crabe ou de l'écrevisse qui apparaît dans le deuxième des 12 travaux d'Hercule. À cette occasion, Hercule doit tuer un monstre célèbre, donc l'hydre de Lerne, envoyé par Héra, donc qui est la sœur et la femme de Zeus, pour aider l'hydre, donc le cancer, pince le pied d'Hercule. On peut d'ailleurs noter que Héra, qui est la sœur et la femme de Zeus, a le même principe qu'Isis pour Osiris. Donc le crabe finit écrasé par Hercule, mais il est plus tard ressuscité par Poséidon. À sa mort, il est envoyé dans la voûte céleste par Héra pour briller éternellement. Donc on retrouve cette idée de porte du ciel avec cet envoi dans la voûte céleste par Héra afin qu'il brille éternellement dans le ciel. Donc sur le plan graphique, le symbole du cancer évoque le nombre 69 ou bien deux pinces de crabe ou encore deux spirales qui s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le sens solaire est inversé, donc involutif, signe d'un mouvement désormais descendant après le solstice d'été. L'ère du cancer, d'ailleurs, arrive avant l'ère du lion, donc elle marque vraiment cette inversion involutive de l'homme. Donc involutif dans le sens de la conscience, bien entendu, parce que si on s'en tient aux civilisations, l'ère du lion est marquée par de nombreux monuments cyclopéens qui arrivent un petit peu plus tard, mais aussi énormément de civilisations très avancées au sens, ou plutôt en termes d'architecture, si je puis dire. Donc associé à l'élément eau, tout comme la balance et le verseau, le cancer évoque l'univers aquatique, donc les abysses, les vagues et les marais. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a été associé à de nombreux cultes de la Lune. Donc cette eau, c'est l'eau originelle, celle de l'océan primordial. C'est l'eau des profondeurs, la substance chaotique de laquelle émerge le monde ordonné. Donc cette eau évoque aussi la grande source, donc dans le taoïsme par exemple, qui est un concept sombre mystérieux pardon, qui donne naissance à toute chose. Donc ainsi, le signe astrologique du cancer nous renvoie à nos origines. Donc nous venons de la profondeur des temps, nous sommes nés de la matière chaotique. C'est une analyse qui rappelle le symbolisme de la grotte, de la caverne, de la maison, du ventre maternel ou de l'œuf. Bref, nous avons là tout ce qui est interne, intime et intérieur. Donc le cancer, c'est l'archétype de la mère. Donc le signe astrologique du cancer, il est associé au féminin maternel. C'est le souvenir de la source, de la grande mère, de la matrice fertile et féconde. Donc ce souvenir est inscrit dans notre inconscient au plus profond de nous. Il véhicule une certaine nostalgie, un goût pour tout ce qui est abrité, protégé, caché, préservé, entouré, conservé, voire même enveloppé. Donc le cancer apprécie la protection de la maison, du foyer et de la famille. Il est sensible à la chaleur matérielle, donc qui est une sorte de flux nourricier, le rassurant. Donc le cancer nous évoque donc un retour aux origines tel qu'un chemin qui recule. Ce ressourcement peut nourrir un épanouissement futur. Quant au symbolisme de la lune, il est assez ambigu. Donc il évoque à la fois ce qui avance et qui recule, donc la marche du crabe, l'impermanence, l'inconnu, l'inconscient, les cycles et la fécondité. Donc issue des ténèbres, la lune, elle ne s'ouvre qu'imparfaitement à la raison, dont elle reflète plus ou moins bien la lumière. Donc à ce titre, le signe du cancer représente le rêve, l'imaginaire, le souvenir de l'enfance, l'émotivité, la subjectivité, bref, les profondeurs du psychisme humain. Mais la lune, elle sait aussi s'ouvrir au monde réel, comme à la pleine lune par exemple. Elle est donc en capacité de faire le lien entre les ténèbres et la lumière, entre le caché et le révélé. C'est ce que nous évoquent les différents cycles de la lune, qui, à la nouvelle lune, est cachée, donc elle n'est plus, et puis elle se révèle jusqu'à la pleine lune. Donc on part de l'inconscience à la pleine conscience finalement. Donc le symbolisme du crabe, comme beaucoup d'animaux aquatiques, le crabe est lié au mythe de la sécheresse, par exemple en Asie.
Notamment en Chine, le crabe est dit malin et rusé, donc sans doute parce qu'il se déplace sur le côté et qu'il sait se protéger sous sa carapace. Donc le crabe, il est à la fois aquatique et terrestre. Dans toutes les cultures, son milieu de vie évoque les profondeurs, le monde d'en bas. Nombre de légendes en font un animal cosmophore, c'est-à-dire qu'il porte le monde sur son dos, il a l'image du tout. À ce titre, il évoque l'œuf du monde, plutôt l'œuf cosmique. Donc le symbolisme du crabe, qui, comme je le disais, évoque souvent la lune, est un symbole intimement lié à l'eau. Donc notamment en alchimie spirituelle, le crabe marche indifféremment en avant et en arrière, ce qui rappelle les phases de la lune. Donc on peut noter par exemple qu'il y a aussi une écrevisse qui figure sur la lame 18 du tarot, donc qui est la lune. Le signe astrologique du Cancer, à ce titre, il exprime une grande intériorité et une grande sensibilité qui peut tourner au repli, ce qui peut générer des difficultés relationnelles. En conclusion, ce signe exprime un besoin de retourner boire à la grande source. Cela explique l'attachement du Cancer au foyer, à la famille, qui peut être vu comme un repli sur soi ou au contraire un tremplin pour partir à la conquête du monde. Côté histoire, le Cancer est associé aux déesses de la Grande Mère, donc c'est ce qu'on avait vu à l'ère de la Vierge lorsqu'on avait évoqué le Cancer. Donc il est associé à la famille, à la domestication, à la protection, mais aussi aux inondations. Bien que la grande déesse remonte au Paléolithique, elle s'est renue alors que la révolution néolithique a décollé avec le développement de l'agriculture et de la domestication des animaux. Donc les bovins, les porcs et les chèvres ont été domestiqués autour de moins 8500 avant notre ère, en Turquie, au Pakistan, en Europe et en Asie, par exemple. Donc ça correspond tout à fait avec cette ère, en tout cas avec la datation approximative de cette ère. Donc les communautés agricoles étaient prospères, l'agriculture devenait le centre d'activité, en particulier le long du Nil, en Égypte. En 1800 avant notre ère, en Mésopotamie, ils utilisaient aussi des techniques d'irrigation pour cultiver des céréales à peu près à la même époque. Donc, comme je vous le disais, il me semble que c'est dans l'épisode de l'ère du Capricorne, ça remonte maintenant pour moi. Il y a des moments où les ères, elles peuvent se chevaucher. C'est-à-dire qu'on peut, vers la fin d'une ère, commencer à voir l'apparition des prémices de l'ère suivante. Donc l'utilisation de la poterie, par exemple, avait augmenté autour de moins 7000. En Mésopotamie, on retrouve beaucoup de pots recouverts d'images de femmes enceintes, donc probablement une déesse mère. Donc lié certainement à l'ère de la Vierge, mais aussi au début de l'ère du Cancer. Donc en Palestine, Jéricho était toujours plus forte, mais vers moins 8000 avant notre ère, les habitants ont soudainement décidé de construire un énorme mur autour de la ville, y compris une tour de 28 pieds de haut. Et d'ailleurs, le chiffre 28 est assez intéressant, bon, même si c'est plutôt 29. 28, c'est aussi le nombre de jours que met le cycle lunaire, mais aussi le cycle menstruel. Donc ce mur, il aurait été construit pour éviter, donc comme une sorte de défense contre les inondations ou une protection contre une autre menace. Mais l'idée d'inondation nous évoque justement ces eaux, ces profondeurs, etc. Donc un autre exemple de société vraiment axée sur l'agriculture, c'est la communauté agricole de Çatalhöyük en Turquie, donc qui date de moins 7500 avant Jésus-Christ, voire moins 8000, et qui a duré jusqu'à l'âge suivant. Donc les gens qui vivaient ici combinaient la chasse et l'agriculture, ils effectuaient des sacrifices rituels de taureaux à une déesse de la fertilité. Donc en mettant fortement l'accent sur les têtes d'aurochs, donc qui étaient des bovins qu'on pouvait associer aux taureaux actuels. Ils avaient 2 âges d'avance d'ailleurs sur l'âge du taureau, mais c'est assez logique parce que le taureau est aussi un symbole de fertilité. Donc si c'était un sacrifice à une déesse de fertilité, c'est logique qu'ils aient sacrifié des taureaux. Donc l'ascendant à 15 degrés du Cancer correspond au lever héliaque de Sirius, donc qui marquait le début de l'année égyptienne. Sirius qui est une étoile dans la constellation d'Orion. Donc un thème mythique puisque astronomiquement impossible, avec un soleil à 15 degrés du Lion. Mercure se trouve également à 15 degrés de la Vierge et Vénus à 15 degrés de la Balance. Donc là on est dans des notions astrologiques qui peuvent être peut-être un petit peu compliquées, mais en tout cas c'est assez symbolique. Donc toutefois, on retrouve des impossibilités semblables dans certaines représentations égyptiennes, comme dans le zodiaque de Dendera, qui a été découvert dans le temple d'Hathor,
où elles ont pourtant une signification. Les 4 angles du thème du monde représentent 4 ports, donc le cancer, la maison X en bélier, la maison 7 en capricorne et la maison 4 en balance. Donc bilan de l'après-vie, qui nous font penser à la symbolique égyptienne du cycle de la vie et de la mort. Donc ce thème du monde est à mettre en relation avec l'ère du cancer et à la découverte de la fécondité possible de la terre cultivée, arrosée par l'homme à travers le Nil et les conséquences que cela implique pour le développement global, donc physique et psychique, de l'humanité. Donc les peuples du néolithique adoraient le soleil, la lune et les éléments naturels dont dépendaient leurs récoltes et leurs ressources. L'idée de fertilité parmi eux a été élevée au rang de culte et la fertilité féminine y fut fortement associée. Donc les femmes, elles devinrent responsables de l'abondance des récoltes car elles connaissaient le mystère de la création. Donc la connexion entre les humains et les dieux était établie par des prêtresses. Afin d'apaiser les dieux, ces femmes sacrées menaient diverses cérémonies qui s'appliquaient aux familles individuelles, aux clans et à toute la tribu. Donc l'agriculture a certainement dû être assimilée à un acte sexuel, comme la chasse a pu l'être autrefois. L'outil qui ouvre la terre, un peu à l'image du phallus, et la terre représenterait le ventre féminin, d'où l'analogie universellement répandue par la suite entre femme et sillon. Donc la femme, elle est fortement liée à l'eau, qu'elle convoie de la source au foyer, et l'eau fertilise le sol et assure la croissance végétale. Donc à ce titre, la femme était, en tout cas à l'image de ces civilisations, la seule capable de rendre utilisable le produit agricole stérile à l'état brut en le faisant cuire dans l'eau. C'est elle qui prépare et bout les aliments et qui est la gardienne du feu. D'ailleurs, c'est ce qu'on pouvait un petit peu voir à l'époque du paléolithique inférieur et moyen, voire même au paléolithique supérieur, où dans les représentations d'art pariétal, par exemple dans la grotte de Lascaux, les différentes mains auraient représenté des mains de femmes, donc certainement des prêtresses qui faisaient des cérémonies liées à la chasse et aux denrées, donc à l'approvisionnement du clan. Donc il y a au total une cohérence profonde dans la structure fécondité-fertilité qui émerge au néolithique, donc placée sous l'autorité d'une mère, dominant à la fois les rapports de reproduction et les rapports de production. Donc l'accent étant mis par sa nature sur les matières premières, donc sur tout ce qui va être primitif. Donc elle s'identifie maintenant à la terre, qui est un moyen de production, comme elle devait autrefois s'identifier à la forêt qui était peuplée de gibier. Donc dans les deux cas, il y a une identification entre la mer et la réalité naturelle qui sert à la fois d'espace, d'objet et de moyen au travail des producteurs. Donc le cycle menstruel, d'ailleurs, a sans doute contribué à rendre populaire la croyance selon laquelle la lune est le premier époux des femmes. Donc la même mère peut être vue se manifestant dans diverses cultures anciennes, donc l'Isis des Égyptiens, la Nana des Chaldéens, la Rhea des Romains, la Spider-Woman des Hopis et le Shakti des écritures védiques. Donc, mais elles sont toutes nées des premiers cultes de la déesse mère de l'âge du cancer. Donc la Vierge Marie et l'enfant Jésus sont un modèle ancien qui a pris naissance au grand âge du cancer. Donc l'idée d'un matriarcat primitif, ou du moins de société matrilinéaire, coïncide potentiellement avec le paléolithique, donc précédant l'avènement d'un patriarcat généralisé au néolithique qui s'impose un petit peu plus tardivement et devient un véritable doxa au point de la question principale, c'est-à-dire à savoir si cette substitution constitue un progrès ou une décadence. Donc ça, c'est des idées qui ont vraiment été amenées à partir du 19e siècle où le patriarcat a vraiment pris une énorme place. Donc l'idée que cette période a été un âge d'or brutalement anéanti par l'avènement du patriarcat a été décrite par exemple par Friedrich Engels dans son livre L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Donc pour Engels, j'ai dit Engels tout à l'heure, non? Bon, on va l'appeler Engels. L'avènement du patriarcat signifiait la grande défaite du sexe féminin. Donc c'est la fin d'une ère de paix et d'amour remplacée par la domination et la guerre. Et à l'inverse, pour un autre chercheur qui est Johann Jacob Bachofen, le matriarcat incarnait la toute-puissance irrationnelle des forces de la nature et le patriarcat un ordre fondé sur la raison. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être que une société un peu trop axée sur un matriarcat, même si ce n'était pas vraiment le cas, on parlait plutôt de société matrilinéaire, ça pourrait conduire justement à un état peut-être un peu irrationnel et trop émotif des choses, et à l'inverse, le patriarcat a quelque chose de
trop ordonné, trop dominant, etc. Un peu à l'image d'une société militaire, par exemple. Donc vraiment axé sur l'ordre, mais avec un système de domination. Donc c'est là toute la problématique, mais aussi l'apprentissage que doit faire la conscience humaine pour comprendre les aspects de ces deux pôles. Au début des années 1900, une autre historienne, qui est Jane Ellen Harrison, avance la théorie que le panthéon olympien a remplacé un culte antérieur de déesses de la Terre, donc à l'image de Gaïa, etc. Et un autre romancier, donc Robert Graves, a postulé une religion matriarcale préhistorique dans les années 1950, donc dans un livre qui s'appelle Les mythes grecs et les mythes celtes, qui est très intéressant d'ailleurs. Et il fait la description détaillée d'une société future dont la religion est matriarcale dans son roman Seven Days in New Crete. Donc il a étudié plusieurs de ces civilisations pour arriver à ce postulat. Et la plupart des anthropologues modernes rejettent quant à eux l'idée d'un matriarcat préhistorique, mais reconnaissent des groupes matrilinéaires, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et matrifocaux tout au long de l'histoire humaine. Alors, matrifocaux, pour ceux qui n'ont pas connaissance du terme, c'est un terme qui désigne une organisation ou un système d'organisation familiale centré sur la mère et la famille maternelle. Donc, par exemple, dans les Amériques noires, que sont les Antilles, la Jamaïque, etc. Donc, nous sommes à présent au 7e épisode de cette série. Et je ne sais pas vous, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Je pense qu'effectivement, on peut trouver un lien entre ces différentes ères et les différentes émanations qu'ont pu émettre ces civilisations. Donc on voit vraiment une avancée qui va dans le sens du moins de ce que décrivent ces ères et des énergies qu'elles peuvent apporter. En tout cas, n'hésitez pas à signifier ce que vous avez pu remarquer en commentaire. Si vous avez également étudié l'histoire et que vous avez d'autres choses à apporter, n'hésitez pas non plus. Je vous invite toujours à participer, c'est très important et c'est toujours intéressant de s'enrichir de la vision d'autres personnes. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je rigole, ça allait pas se finir aussi facilement. On s'abonne, on active la cloche de notification. Pareil pour Spotify, vous pouvez liker pour le référencement, vous pouvez aussi commenter et évidemment vous abonner à la chaîne de podcast si cela vous intéresse. Voilà, cette fois c'est vraiment la fin de cet épisode et je vous dis à bientôt pour l'épisode 8.